Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, la loi sur la laïcité de l'État pourrait-elle être étendue aux employés des CPE et des cégeps? Questionné sur le sujet, l'Uber ministre Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration et ministre responsable de la laïcité, dit que ce n'était pas exclu du tout. Le ministre Roberge est avec nous. Bonjour, monsieur Jean-François Roberge. Bonjour, monsieur l'Uber, chroniqueur et animateur. Monsieur Martineau, qu'on retrouve sur toutes les plateformes. D'un Uber à l'autre. Alors, monsieur Roberge, donc, il y a des gens que ça va probablement réjouir. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça, là, que ça soit étendu, la loi sur la laïcité, au cégep et au CPE? Mon mandat clair là, du premier ministre, c'est de renforcer la laïcité. On regarde en ce moment l'application de deux lois importantes, la loi sur la neutralité religieuse de l'État, puis la loi sur la laïcité de l'État. C'est un mandat que j'ai reçu du premier ministre l'automne passé avec Bernard Drinville. Avec ce qui s'est passé avec l'école Bedford, puis les enquêtes qui ont été faites, mon collègue avait en main toutes les informations pour renforcer la laïcité dans nos écoles, surtout dans nos écoles publiques, à ce moment-ci. De mon côté, j'ai lancé il y a quelques semaines un comité avec l'avocat constitutionnaliste bien connu Guillaume Rousseau et Christiane Pelchat, qui a été députée, qui a été présidente du Conseil sur la femme. Ils sont en train de faire une recension là, de c'est quoi les dérapages actuels en termes de laïcité, c'est qu'est-ce qui fonctionne très bien, dans quelle mesure notre loi actuelle est bien appliquée ou mal appliquée. Puis on va voir là, les conclusions du rapport cet été. Donc ça ne tardera pas. L'automne prochain, je devrais avoir un projet de loi pour renforcer la loi. Vous parlez de garderie, vous parlez de cégep, vous parlez de l'université. Tout ça est sur la table. Vous comprenez que je ne peux pas présumer des conclusions du rapport tout de suite, mais le mandat est très large. Mais si jamais vous décidez d'aller de l'avant avec la loi sur la laïcité dans les CPE, par exemple, on crée un bris de service si jamais on oblige les femmes voilées, entre autres, qui travaillent déjà dans les CPE. Et vous savez, là, tous les gens qui sont éliminés de leurs enfants dans les CPE, il y en a beaucoup, beaucoup de femmes voilées qui travaillent dans les CPE, que ces femmes-là préféraient partir et quitter leur emploi plutôt que d'enlever leur voile. Puis là, on a peur d'avoir un bris de service. Alors là, on dit, on aurait peut-être besoin d'une clause grand-père. Est-ce que vous envisageriez ça? Mais d'abord, je n'ai pas les nombres en ce moment là, pour savoir combien d'éducatrices qui peuvent porter des symboles religieux ou pas. Mais tout à l'heure, je parlais avec ma collègue Suzanne Roy, ministre de la Famille, qui disait, écoute Jean-François, explorons ça, vérifions de quelle manière on peut renforcer la laïcité. D'ailleurs, elle étudie aujourd'hui même un projet de loi qui va dans ce sens-là sur les critères d'admission, parce que en ce moment, on a vu que la manière dont le réseau des CPE s'est développé, des fois, il y a des communautés culturelles, des communautés religieuses qui ont créé des CPE financés par l'État, pour lesquels les critères d'admission dépendent de votre origine ethnique ou de votre croyance. C'est complètement ridicule. Donc, ma collègue est en train de régler ça. Enfin, je suis très fier d'elle là-dessus. Puis, elle est très ouverte à ce qu'on déploie, je vous dirais, les aides de la laïcité, puis qu'on étende la loi au réseau des CPE. Elle s'inquiète à juste titre, je pense, de problèmes de pénurie de main-d'œuvre. On voudrait surtout pas que des gens puissent plus aller travailler parce que là, le gouvernement a fait une loi puis que là, des gens peuvent plus faire garder leur enfant puis ils sont coincés à la maison. Ça sera un recul aussi pour les femmes. Il faut faire attention à ça. Ma collègue a dit, si on allait de l'avant, il faudrait penser à une clause grand-père comme on l'a eu comme en enseignement, en éducation. Je pense que c'est sage de mettre ça sur la table à ce moment-ci. Parce qu'on ne veut pas fermer des garderies, mais en même temps, on veut affirmer très clairement le principe de la laïcité. Écoutez, on traversera le pont quand on sera rendu. Vous l'avez dit, là, elle existe déjà, cette clause grand-père-là, dans les écoles primaires et secondaires. C'est un peu bizarre quand même. C'est comme si on disait sur l'autoroute, il y a des gens qui doivent rouler jusqu'à 100, puis il y en a d'autres qui ont le droit de rouler jusqu'à 120. Selon l'année où vous avez acheté votre véhicule. Là. C'est un peu bizarre qu'il y ait un règlement, mais qu'il soit modulé selon quand les gens ont commencé à travailler ou pas. C'est étrange quand même. Ouais. Mais je comprends votre analogie, elle est bonne. Je pourrais vous dire que c'est un peu étrange aussi de changer les règles au milieu de la partie. Hein? Au milieu, là, on peut parler de hockey avec les séries en ce moment. Des gens qui ont commencé leur carrière dans des conditions.
et qui ont leur permanence, qui font une prestation de travail tous les jours, leur pertinence n'est pas, leur compétence n'est pas remise en question. Tout à coup, on changerait les règles au milieu de leur partie, au milieu de leur carrière. Cette allégorie-là serait aussi bonne, mais en disant, par contre, à l'avenir, on va changer les choses. On vous dit, voici comment on va fonctionner. Puis les nouveaux, voici quelles sont les règles. C'est un choix qu'on a fait en éducation. Je pense que c'est un compromis, d'accord? Je le reconnais, mais en même temps, dans des périodes de pénurie de main-d'œuvre, on ne veut pas se priver de personnes qui ont de l'expérience, qui sont compétents, qui rendent service depuis des années. Mais on peut envoyer un message clair, par contre, à ceux et celles qui veulent arriver dans une profession en disant, mais regardez, on a une loi, vous le savez, vous, en toute connaissance de cause, choisissez ce métier qui dit que vous exercez l'autorité de l'État, puis on est dans un État laïque. Donc, je peux comprendre qu'on est comme dans une période de transition, puis qu'on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En tout cas, c'est ce qu'on a fait en éducation. On verra là, les conclusions du rapport, on verra ce qu'on fera dans nos garderies, mais je comprends la préoccupation de ma collègue. Là. Fermer des garderies, puis empêcher des parents de faire garder leur enfant, ça ne serait pas non plus un service à rendre aux Québécois. Là. Monsieur le ministre, vous me connaissez, vous savez que je suis un grand défenseur de la laïcité. Je me réjouis de la loi 21, je me réjouis du projet 94. Je vais quand même me faire l'avocat du diable pour les fins de la discussion. Il y a des gens aussi qui posent des questions que je trouve très intéressantes. Par exemple, dans les CPE, dans les écoles primaires, secondaires, on ne veut pas que les professeurs portent de signes religieux ostentatoires. Puis là, on s'entend que c'est pas seulement le voile, c'est la kippa, c'est les croix, ça touche les autres religions aussi. Parce que, bon, ils sont jeunes, ils peuvent être influencés, etc. Au cégep, on a 17-18 ans. Là. Je veux dire, peut-être qu'on peut voir un professeur devant soi qui porte des signes religieux sans nécessairement là, être particulièrement influencé. On a déjà fait nos choix. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais je pense que c'est une bonne question. Puis, je suis pas rendu, M. Martineau, à avoir fait mon nid. Je suis pas rendu à une position gouvernementale pour dire voici ce qu'on fait. Puis je vais aller défendre notre politique sur la place publique, fièrement, puis trouver des contre-arguments. On est en train d'analyser la situation. Vous avez raison de dire que ça peut être différent pour des adultes, mais on pourrait, à contrario, dire écoutez, oui, mais ça reste des dollars publics, ça reste un réseau public, puis l'État, c'est l'État, que la personne ait 15 ans ou qu'elle ait 35 ans. L'État, c'est l'État. Donc, ce serait un argument qui irait dans ce sens-là. Mais quand on demande aux deux présidents, là, monsieur Rousseau, Mme Belchat, de se poser ces questions-là, d'analyser les conséquences, on leur parle aussi, pas seulement de symboles religieux. La laïcité, c'est pas juste je porte ou je porte pas un symbole religieux. La laïcité aussi, c'est par exemple la présence de locaux de prière. On l'a dit, avec une directive, mon collègue l'a fait, puis on s'en était parlé. Il n'y a plus de locaux de prière dans nos écoles publiques et c'était une directive. Ça sera bientôt dans la loi de Bernard Drinville. On peut se poser cette question-là pour les cégeps et les universités aussi. Est-ce qu'on veut des locaux de prière dans nos établissements publics? Ça aussi, ça fait partie de la réflexion du comité. Deuxième question de l'avocat du diable, le ramadan, là, vous avez dit, ben là, c'est terminé là, de faire des exceptions puis que des examens soient donnés le matin pour les enfants qui doivent suivre le ramadan. Mais vous savez, des jeunes enfants, c'est pas leur choix là, de ne pas manger pendant la journée, c'est vraiment les parents qui imposent ça. Et là, on est en train, tu sais, le petit pit là, qui se fait dire par ses parents, là, il faut que tu jeûnes pendant la journée, qui va arriver l'après-midi, puis c'est son examen, c'est certain qu'il risque d'être fatigué. C'est pas lui qui va pécher finalement pour les choix qui ont été pris par ses parents. Je trouve ça quand même drôle. Vous êtes l'avocat du diable et vous me parlez de péché. On est vraiment dans le domaine religieux. Oui. Non, mais c'est ça la culture, hein, aussi. On ne peut pas séparer aussi toutes les choses. Mais blague à part, vous avez raison de dire que des fois, il y a un choix qui n'est pas le choix de l'enfant ou de l'adolescent. Mais en même temps, comme parent, on fait des choix. Si je veux empêcher mon enfant de manger alors que je sais qu'il y a un examen le lendemain, peut-être que comme parent, je devrais me questionner. En ce moment, ils n'ont pas à se poser la question parce que c'est l'État qui s'accommode toujours à la religion. Et c'est ça qu'on remet en question comme gouvernement qui met la laïcité de l'État de l'avant. On dit, est-ce que dans un État laïque, c'est à l'État, c'est à l'école publique à s'adapter
au précepte religieux X, Y, Z, puis à faire des horaires d'examen en fonction de telle ou telle ou telle ou telle conviction religieuse, pardon. Est-ce que ce ne serait pas plutôt aux parents et à leur rôle de parents de s'assurer que lorsqu'il y a un examen, ben, l'enfant soit dans les meilleures dispositions, ne se couche pas trop tard, puis mange correctement avant de se rendre à l'école? Je pense que de temps en temps, il ne faut pas tout mettre sur le dos du gouvernement, là, il y en a qui disent le gouvernement, là, puis responsabiliser un peu les citoyens, les Québécois, les adultes. Là, hein? Des fois, on dit que ça prend un adulte dans la salle, ben, il faut que les parents jouent leur rôle aussi. Et Monsieur Robert, vous avez certainement lu la lettre là, qui a été écrite par Louise Arel, Françoise David et Christine Saint-Pierre, où il parlait, entre autres, du phénomène de l'entrisme dans les écoles et ce qui s'est passé à Bedford. Et elles arrivent avec quand même une remarque intéressante en disant, ben, c'était des enseignants qui faisaient de l'entrisme. Et les enseignants musulmans, ben, ils ne portent pas de signes ostentatoires religieux. Donc, vous avez beau dire on abolit les signes ostentatoires religieux, ça ne veut pas dire qu'on se débarrasserait de l'entrisme, disent-elles. 100% d'accord. 100% d'accord. Le symbole religieux, c'est un symbole. Il a son importance, mais la laïcité de l'État, c'est pas que ça. La laïcité de l'État, c'est la séparation entre l'État et les religions. Ça permet d'ailleurs la liberté des uns et des autres. Ça protège la liberté de religion. Ça protège la liberté de conscience. Mais il n'y a pas que le symbole. Puis mon collègue Bernard Drinville, dans sa loi en ce moment, ne fait pas que légiférer sur les symboles religieux. Il va beaucoup plus loin que ça. Là. Il impose des formations obligatoires parce que dans l'école Bedford, il y avait des gens qui disaient « Moi, je ne crois pas à ça, l'autisme, la dyslexie, la dysphasie. Voyons donc. » Je ne sais pas si c'est au nom de préceptes religieux, là, mais il y a des gens ici qui avaient de solides manquements à la formation continue. Je suis un enseignant, je sais ce que c'est. Donc, il y a autre chose. Il y a aussi une responsabilisation des directions d'école qui vient avec le projet de loi de mon collègue Bernard Drinville pour qu'il y ait un patron dans l'école puis qui s'assure de la qualité des services. Donc, oui, la question du port de symboles religieux est importante, mais c'est pas avec ça qu'on va tout régler au Québec, puis on le sait très bien au gouvernement. Et ministre Robert, dernière question concernant la laïcité à l'école. Est-ce que, on sait que vous ne voulez pas appliquer là, l'interdiction des signes religieux pour les élèves. Et moi, j'ai défendu lors d'un débat, j'ai défendu la position du gouvernement en disant c'est à peu près le plus loin qu'on peut aller là, au Québec là, avec la loi 94 comme ça. Si en plus on tente d'interdire les signes religieux pour les enfants, peut-être qu'à force d'étirer l'élastique trop loin, l'élastique va finir par péter. Et la question que je vous pose, est-ce que vous n'êtes pas allé là par simple question de stratégie, parce que parfois le mieux est l'ennemi du bien, ou alors vous ne croyez pas, vous, personnellement, qu'on devrait effectivement interdire les signes religieux pour les élèves? Mais d'abord, je précise que d'une certaine manière, nous sommes allés là, nous sommes en train d'aller là, parce que dans le projet de loi déposé par mon collègue, on dit clairement que tous les élèves doivent avoir le visage découvert. Or, il y a certaines religions, ou en tout cas certaines façons de vivre des religions qui amènent là, le visage couvert, mais à 100%, ça ne sera plus permis. La loi actuelle dit « Ah oui, mais tu peux avoir un visage couvert à 100% à condition que tu montes ton visage de temps en temps pour une question de sécurité ou d'identification. » Là, ce qu'on dit, là, c'est terminé. Ça n'a pas de sens à l'école, le visage couvert à 100%. Donc, de ce point de vue-là, sur cette posture un peu extrémiste-là, on dit non. Tu dois avoir le visage découvert. Pour le reste, bien, il y a un équilibre à trouver puis à préserver entre justement la laïcité de l'État puis les droits et libertés de chacun. L'État travaille pour les Québécois. Nous, on est au service des gens. On n'est pas ceux qui disent aux gens tout le temps quoi faire, quoi ne pas faire. Pour reprendre l'expression encore religieuse, il y a le libre arbitre. Hein? On donne aux gens, on laisse aux gens le libre arbitre. L'État doit éviter d'aller trop loin. Puis c'est pas par simple calcul politique.
parce qu'on croit fondamentalement à la responsabilité des uns et des autres. J'en parlais tantôt pour la responsabilité des parents. C'est pas à l'État de tout décider. Permettez-moi de poser encore une vraie dernière question qui vient de me popper dans la tête. Je sais que, bon, on ne veut pas que l'État commence à diriger tout ce qui se passe dans la rue puis tout ça, mais on voit, vous l'avez vu, vous avez vu des images, des prières dans la rue, devant la basilique Notre-Dame, près de la place Ville-Marie, près de la rue Peel à Montréal. Pour manifester à Montréal, on a besoin d'avoir un permis. Il n'y aurait pas une façon d'encadrer un peu ça parce qu'on voit là, à Paris, à Bruxelles, à Londres, les prières dans la rue, ça a commencé par une personne, 10 personnes, 20 personnes, puis sont rendues des centaines. Est-ce qu'on peut essayer d'encadrer ça? C'est de la laïcité, ça aussi, là. Absolument. Je vais vous dire, bien sincèrement, je trouve ça dérangeant, ce qu'on voit. Souvent, là, on voit des dizaines, des centaines de personnes qui, sans avertissement, mais de manière concertée, s'accaparent l'espace public, prennent possession de la rue. On a vu aussi, je pense l'été dernier, prennent possession d'un parc en entier, donc empêchent les gens qui ne sont pas membres de cette confession-là de profiter du parc normalement. C'est pas comme ça qu'on vit au Québec. C'est pas ce qu'on souhaite. Le premier ministre dit clairement, je suis d'accord avec lui. Puis j'ai demandé là, de manière très claire et très précise aux deux présidents du comité, M. Rousseau et Mme Deschamps, penchez-vous sur cette question-là. C'est très délicat. Il faut faire attention. Il ne faut pas aller trop loin. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser aller n'importe quoi, qu'on doit laisser des rues être barrées sans préavis, sans permis, sans rien, parce que des dizaines, sinon des centaines de personnes se concertent pour prendre possession, puis se mettre à faire des prières comme ça. Je vous dirais que c'est dérangeant, c'est inquiétant. J'ai pas la solution, mais je la cherche avec le comité. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer à cet égard. Merci beaucoup, M. Jean-François Roberge, Hubert, ministre de la CAQ. Merci, bonne journée. À la prochaine. Merci. Ça fait plaisir.